Gaëlle Ngué, c'est une avocate de nationalité camerounaise dans la trentaine, oui, 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 je dois le dire. Et je suis avocate, médiatrice et promotrice du mouvement Revenge Body. Mon parcours, en fait, j'ai eu un bac littéraire ici au Cameroun à Douala et j'ai fait des études en sociologie et en droit à l'Université Laval au Québec. Ensuite, j'ai fait l'école du barreau et je suis revenue ici au Cameroun. En fait, j'ai fait des allers-retours entre le Cameroun et le Canada. Ça fait quelques années que je me suis définitivement fixée au Cameroun et où j'exerce la profession d'avocate. Et depuis quelques années déjà, j'ai développé une autre entreprise autour du lifestyle et du bien-être qui s'appelle Revenge Body 237. La recette pour être un bon avocate, je pense que partout dans le monde, il faut être idéaliste. Ça veut dire qu'il faut avoir des principes, il faut rêver, mais il faut surtout dans les faits être rigoureux, c'est-à-dire avoir le sens du détail. Parce que tu ne peux pas être avocat si tu ne sais pas bien observer et si tu n'es pas capable de déceler la petite faute dans une procédure ou bien dans le comportement d'un individu. Donc il faut être très rigoureux, mais il faut avoir des principes, c'est-à-dire qu'il faut respecter les autres, il faut avoir à cœur la vérité et respecter aussi les individus en général. Avoir un bon cœur, quoi. Pour moi, en fait, être avocat, c'est avoir un bon cœur. Les difficultés, en fait, c'est les difficultés que certaines femmes rencontrent toutes, c'est-à-dire des fois, le fait que tu sois une femme fait qu'on ne te prend pas des fois au sérieux et surtout, c'est un monde qui est assez dur. Des fois, c'est misogyne. Des fois, on tente de te rabaisser. Et des fois, en fait, tu tombes sur des gens qui ont de mauvaises intentions, surtout quand tu es idéaliste et que tu fais des choses normalement. Donc, c'est difficile aussi de rencontrer certaines personnes qui n'ont pas la même éthique et la même volonté de travailler, de changer les choses. On peut se retrouver très facilement marginal et on peut être découragé. Ça, c'est une des difficultés que je rencontre. En fait, oui, beaucoup de personnes m'ont toujours demandé cela parce qu'ils se disaient, mais si tu es au Canada, si tu arrives à avoir un emploi, pourquoi tu ne restes pas tout simplement vivre dans le pays des Blancs? Mais c'est très simple parce que quand on choisit une profession comme celle d'avocat, c'est une profession de foi. C'est-à-dire qu'on est on estime qu'on doit changer en fait la vie d'individus. Donc je ne me vois pas en fait changer la vie d'autres individus que de mes frères camerounais. Ça n'a jamais été en fait, une question chez moi. Je me suis toujours dit que peu importe la situation, je vais aller prendre de l'expérience, m'enrichir intellectuellement et socialement et revenir mettre tout ce que j'ai appris au profit en fait de mes frères et des sœurs. Et j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de mentalités à changer et tellement de projets à mener que le Cameroun, c'était la seule option. Et surtout, on a une certaine forme de chaleur. À l'extérieur, des fois, c'est un peu froid, c'est stressant, on se sent seul, on a des problèmes des fois un peu psychologiques. Oui, ça arrive. Mais ici, on se sent bien. On n'a pas besoin forcément de tout réussir dans ce qu'on fait, mais de temps en temps, on a un poisson braisé, un poulet braisé, un bon coq, et la vie est belle. En fait, Revenge Body 237 vient d'abord d'un constat. Parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, quand tu vois les femmes camerounaises, malheureusement, on ne remarquait pas des choses forcément positives. C'est-à-dire que, on voit des personnes qui se font remarquer peut-être par une certaine forme d'ignorance et de grossièreté. Et donc, à l'extérieur, souvent, la femme camerounaise est prise pour une femme un peu vulgaire. Et ça me décevait vraiment parce que je connais mes sœurs. Je sais ce qu'elles ont en elles. Je sais qu'elles sont très talentueuses. Je sais qu'elles sont intelligentes. Je sais qu'elles sont combatives. Donc, ça me dérangeait en fait cette perception sur les réseaux sociaux de la femme camerounaise qui est un peu, comment on dit,
qui n'est pas très positive. Donc, ça a commencé par là. À côté, en fait, j'ai remarqué que en termes de lifestyle, notamment pour tout ce qui est question sport, nutrition, il y avait beaucoup de mauvaises informations qui circulaient. C'est-à-dire que on vendait des thés, on vendait des espèces de diètes et aussi, certaines sociétés essayaient de placer des produits qui n'étaient pas bons pour la santé. Et il y avait beaucoup de personnes qui argumentaient que ces manières de faire, que ce soit exercice, produits sanitaires, étaient bons pour l'organisme. Et je me suis dit qu'il fallait une ressource ici, en fait, au Cameroun, pour, en fait, informer, discuter sur les questions de bien-être, de santé mentale et de santé physique, globalement. Et le troisième aspect que j'ai voulu développer en fait dans ce projet plus tard, parce que il y avait des questions évidentes de sport, de nutrition, de bien-être physique, émotionnel, de développement personnel. Ce que j'ai voulu développer, c'est un espace en fait d'échange pour une femme camerounaise ambitieuse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être en tout cas, de faire du sport, de faire attention à ce qu'on mange, mais il s'agit en fait de savoir, de savoir prendre soin de soi physiquement et mentalement, de pouvoir se développer, de se poser des questions importantes. Comment faire pour économiser? Comment bien se comporter en société, respecter l'étiquette et comment être une meilleure version de soi. Et donc, en fait, Revenge Body, c'est un projet, c'est un programme d'accompagnement pour une femme en fait qui veut prendre le contrôle de sa vie. Oui, c'est une question très intéressante parce que à la base, j'ai désormais 2 projets. J'ai un cabinet d'avocats dont je suis managing partner depuis bientôt 3 ans. Et justement, depuis à peu près le même nombre de temps, j'ai développé la structure Revenge Body qui, au fil des années, a pris beaucoup de place en fait dans mon emploi du temps et dans ma vie. Et le premier projet, en fait, le cabinet d'avocats, c'est un projet que j'ai d'abord mené seul. C'est-à-dire que j'ai demandé de l'aide autour de moi, je voulais des investisseurs, je voulais en fait commencer très fort dans le cabinet d'avocats, mais malheureusement, j'avais le sentiment que beaucoup de personnes considéraient que je manquais d'expérience, que j'étais trop jeune et que je n'avais pas les côtes solides pour gérer un cabinet d'avocats. Donc, en général, c'est une profession de vieux hommes en fait, c'est-à-dire que si c'est plus vu comme une profession de vieux hommes. Donc quand tu es une jeune femme qui est relativement jeune et tu veux poursuivre ce type de projet, on te dit non, attends d'avoir 40 ans, attends d'avoir 50 ans, attends d'être suffisamment assise ou bien associe-toi avec quelqu'un qui a pignon sur rue. Mais étant donné que j'avais voyagé et que j'avais vu comment les choses se faisaient là-bas, je sentais dans les expériences de travail que j'avais eues dans différents cabinets qu'il manquait énormément de choses pour pouvoir rendre la profession beaucoup plus actuelle et beaucoup plus intéressante pour les justiciables. Donc je me disais, j'ai cette expérience, je ne vais pas attendre 20-30 ans pour la rentabiliser, je veux la mettre à profit dans une structure, même si la structure est petite. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à donner des consultations à temps partiel dans un bureau qui n'était pas le mien. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais un cachet, donc quand j'avais des clients, je demandais à la personne qui occupait le bureau de me laisser son bureau. Et l'objectif pour moi, c'est de prospecter des clients en fait. Et ensuite, du bureau à temps partiel, je suis passée à salle de conférence. De salle de conférence, je suis passée de bureau dans un building. Et au final, quelques années plus tard, j'ai réussi à avoir mon équipe dans un bureau. Et c'est grâce au premier client en fait. C'est grâce au premier client que j'ai réussi en fait à engager mon personnel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'aide. C'est-à-dire que je me suis dit, j'essaie d'abord de convaincre 1 ou 2 clients. Je vais chez eux parce que je n'ai pas de local. Je vais chez eux et je fais du travail pour eux. À partir du moment où j'arrive à signer des accords de collaboration, je suis capable d'aller me chercher des collaborateurs qui vont m'aider à atteindre mes missions.
Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé avec une collaboratrice et j'ai commencé avec des collaborateurs à temps partiel qui faisaient autre chose parce que je n'avais pas les moyens de les payer entièrement. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé avec une collaboratrice, j'ai commencé avec un autre avocat et bon, de fil en aiguille, on a trouvé d'autres clients et ces clients me permettent en fait de gérer ma charge salariale. Bon, pas 2, 3 clients, un peu plus. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et quand je suis allée voir des personnes, je leur ai dit, regardez, vous m'avez pas aidé. Mais j'ai réussi en fait à trouver tel client et j'ai réussi à faire telles affaires. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est à ce moment que j'ai eu quand même de l'aide. J'ai eu de l'aide, mais pas consistante. Une aide symbolique. Et parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire que j'ai eu de l'aide de la famille, mais j'ai un père qui est quand même assez sévère. Donc, il va pas me donner, il va pas m'accorder sa confiance s'il n'est pas sûr que je vais performer. C'est comme ça qu'il m'a éduquée. Donc, ce n'allait pas de soi que je trouve du financement pour mes projets. Le cabinet, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était un projet que j'ai développé toute seule avant d'avoir de l'aide. Pour ce qui est de Revenge Body, je sais que voilà, ça a commencé en fait comme une plateforme d'échange. C'était comme un amusement. C'était en fait une manière de me détendre parce que bon voilà, l'autre profession que j'ai est relativement stressante et ça fait partie de mes centres d'intérêt. J'aime beaucoup lire, j'aime interagir avec les gens. Mais le retour que j'ai eu, qui est un retour énorme, des centaines de messages, et je ne pouvais plus lire, et je sentais qu'il y avait un besoin. Et c'est de cette manière, quand j'ai senti le besoin, que l'activité s'est organisée. L'activité s'est organisée par rapport aux besoins des personnes que je lisais, leurs problèmes, et j'ai vu qu'il y en avait énormément. Donc c'est comme ça que l'activité s'est développée. Et pareil, c'est la même activité, c'était une activité qui s'est développée sur fonds propres. C'est-à-dire que mon autre activité était déjà avancée, donc ça me permettait en fait de bénéficier de certaines ressources de l'autre activité, mais j'allais voir des personnes que je connaissais, je leur expliquais mon projet et je leur demandais en fait de travailler de manière gratuite pour moi, tout simplement. Donc c'était difficile de s'asseoir, de voir quelqu'un et de lui dire est-ce que tu es capable de travailler pour moi gratuitement? Je n'ai pas eu que des refus, mais c'était difficile. Mais au final, j'ai réussi à faire quand même quelque chose d'intéressant et ça continue d'évoluer. J'ai beaucoup de choses en tête. À un moment, peut-être qu'il faudrait des investissements massifs. Mais ce qui est intéressant ici au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont doués et qui ne sont pas, qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Donc, on est capable de faire énormément de choses avec très peu d'argent. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir en tête que on peut produire de la qualité. On a des objectifs de qualité. Et c'est la chance qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a des gens doués, mais qu'il faut quand même recadrer et encourager pour produire du contenu de qualité. Donc voilà, globalement, c'est mes deux histoires par rapport à l'évolution de mes projets. Le goût de l'entrepreneuriat, en fait, disons que le goût de l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été évident pour moi parce qu'en fait, je me suis toujours vue comme une intellectuelle. C'est-à-dire, je me suis toujours vue comme quelqu'un des livres, je suis toujours vue comme quelqu'un qui était toujours en arrière-plan. Je ne me suis jamais vue comme une faiseuse d'argent, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que mon père est entrepreneur. Il est entrepreneur et quand on a un père entrepreneur, on a tendance à quand même vivre dans son ombre. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, on va essayer de l'évaluer par rapport à ce qu'il aurait fait. Et sa critique est toujours beaucoup plus difficile. Donc, on a deux choix. Soit on devient son employé, soit on crée, nous aussi. Donc, j'ai décidé de créer par volonté de réaction et par volonté d'affirmation. Parce que je savais que
quelque part, bien sûr que je me voyais comme plus quelqu'un des livres, quelqu'un qui est en arrière-plan, mais je savais que si j'étais poussée en fait à bout, j'étais capable de créer et d'être une espèce de leader et de manager en fait. Donc, très jeune, j'ai fait de l'entrepreneuriat, mais c'était sur des choses en fait dans lesquelles je ne mettais pas beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, j'organisais des événements et je ne mettais pas vraiment beaucoup d'efforts et ça fonctionnait. Je me suis dit que quand même, il y a un certain intérêt. Et donc, quelques années plus tard, quand il s'est agi de mettre vraiment en marche mes projets, j'ai eu des moments de doute. J'ai vraiment eu des moments de doute parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les épaules solides? Est-ce que je ne peux pas craquer? Mais j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, comment savoir si tu sais nager? Il faut plonger dans la piscine. Donc j'ai plongé dans la piscine. Et vraiment, ma vie a beaucoup changé depuis que je suis maman. Il y a eu une espèce de transformation parce que, bon, avant, je vivais au jour le jour. Quand tu n'as pas d'enfant, tu vis au jour le jour. Si tu as 1000 francs, tu peux dépenser 995 francs. Et tu prends des décisions sur un coup de tête, tu ne réfléchis pas. Mais à partir du moment où ma petite fille, parce c'est une petite fille, elle s'appelle Garance. J'ai pris quand même un gros bol d'humilité. Ma dose d'égoïsme a sacrément baissé et j'ai commencé à prévoir. J'ai commencé à avoir du respect pour les autres mamans et j'ai commencé à avoir du respect pour moi-même. Et en ayant du respect pour moi-même, ça a changé ma dynamique, ça a changé mon énergie et ça a changé mon aura. Un des premiers conseils, c'est vraiment d'être rigoureux. On parlait de ça dans la profession d'avocat, mais il faut être rigoureux. Il faut que ce que vous fassiez, vous le fassiez bien. Parce que malheureusement, comme souvent les mauvaises personnes sont mises en avant, on a tendance à croire que si je fais quelque chose de médiocre, je vais y arriver. Et souvent, on voit des personnes qui ne sont pas très bons, qui gagnent de l'argent. Non, il faut d'abord être rigoureux et produire du contenu, faire ce qu'on fait comme personne. Ça, c'est la première. Et il faut travailler. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut être capable de donner du temps dans ce qu'on veut accomplir. Je ne parle pas d'une heure, je parle de toutes les heures de son temps. Il faut pouvoir travailler parce que malheureusement, c'est aussi une valeur qui se perd. Les gens ont l'impression qu'on peut avoir des choses rapidement. Je ne sais pas si c'est la génération de la télé-réalité ou bien des réseaux sociaux, mais les gens ont l'impression qu'on peut ne produire aucun effort et avoir des résultats. Il faut produire des efforts, il faut être rigoureux et surtout, il faut être humble. Encore une fois, l'humilité rentre en ligne de compte parce que souvent, on fait quelque chose, mais on n'accepte pas les critiques. Si on n'accepte pas les critiques, comment on est censé évoluer? Il y a beaucoup de gens ici n'acceptent pas les critiques parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà des pros dans leur domaine. Non, quand on commence, je suis avocate maintenant. Je ne peux pas aller me mesurer à quelqu'un qui a 40 années d'expérience. Il faut déjà que je sois humble, que je comprenne que j'ai accompli des choses, je sais des choses, mais je sais moins que la personne qui est en face de moi et surtout, je sais moins que mon client. Donc, il faudrait que je sois à l'écoute et que je sois humble. Et surtout, il faut être persévérant. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher. Quand on est entrepreneur, c'est dur. Même pour moi-même, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on se dit, si j'avais pris un travail dans un corporate, peut-être que je serais directeur, j'aurais une voiture et tout, j'aurais le respect de mes pairs. Ou bien quand on est une femme, on se dit, si j'avais épousé un bon gars, je serais à la maison en train de me la couler douce, à donner des ordres aux gens, plutôt qu'essayer de me chercher sur 75, 100 francs ou 1000 francs ici. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. C'est-à-dire que c'est la persévérance qui fait la différence. Non, mais ça, c'est une question qui est complètement subjective. Parce que moi, je suis quelqu'un d'émotif, donc je parle avec le cœur. Donc, je dirais, voilà, tout simplement. Même si esthétiquement, on a encore du travail à faire. Comment ne pas blesser quelqu'un dans cette question?
Mais je suis inspirée en général par les femmes qui sont excellentes dans tout ce qu'elles font. C'est ça mon inspiration. C'est-à-dire que quand je vois une femme qui cuisine bien, elle est mon inspiration. Quand je vois une femme qui est intelligente, elle devient mon inspiration. Quand je vois une femme qui est courageuse et qui a du cœur, elle devient mon inspiration. Quand je vois une femme forte, elle devient mon inspiration. Le premier lieu, c'est Kribi. Kribi, franchement, on ne peut pas faire mieux. Moi, j'aime beaucoup Kribi. Kribi, c'est très bien, c'est la plage. La plage a un pouvoir quand même d'apaiser, c'est très joli. C'est relativement bien aménagé. Il y a du temps. Et bon, à côté, il y a l'ouest aussi qui est très joli. La première fois que je suis allée à l'ouest, j'ai vu toutes ces montagnes-là et la température, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le troisième endroit, franchement, je ne pouvais pas passer par là, c'est Ngokmapubi, mon village quand même, parce qu'il faut mettre en avant ses origines. Ngokmapubi, c'est génial, il faut venir voir. Il y a aussi des fontaines, des mers, comment dire, des lacs, pardon. C'est pas des mers, Ngokmapubi, pardon. Il y a des lacs et surtout en fait il y a une pierre là qu'on va voir pour avoir une espèce de sagesse. Donc il faut aller visiter cette pierre là pour comprendre le sens de la vie. Ah oui, c'est la chaîne du futur. C'est la chaîne la plus branchée du monde mondial et je suis heureuse qu'il m'ait accueillie. Longue vie à Oko.